femme brillante, travaillant en France, un peu partout, hein, parce qu'on s'est déjà rencontrés dans d'autres pays, pas seulement en France, spécialiste des vaccins, senior aussi dans les process, dans la recherche d'infrastructures nécessaires donc, pour les chaînes de fabrication de biomédicaments et de vaccins. Anissa travaille chez Merck et je vais vous donner aussi donc, la parole pour nous présenter votre conférence. Et si vous pouvez partager votre écran, s'il vous plaît. Elle est en train de le faire. Elle est en train de le faire, c'est très bien. Est-ce que vous pouvez le voir? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez ma présentation? Pas encore. Pas encore? D'accord. Alors, est-ce que... Faut-il que j'arrête la vidéo? Il faut bien partager la fenêtre de réunion. On est d'accord? Ou faut-il partager du contenu? Le contenu. D'accord. Non, pas le contenu, il faut partager l'écran. Très bien, ça arrive. Voilà. Ça maintenant. Ok. Parfait. Vous voyez bien le grand écran? Oui, c'est bon. Voilà, très bien. Parfait. Voilà. C'est parfait. Très bien. Mais tout d'abord, je tiens à vous remercier, et notamment le professeur Hamad Yahi, pour cette invitation de faire partie aujourd'hui de et notamment discuter ensemble et de partager les considérations, que ce soit épidémiologiques, nous avons pu voir au début, mais aussi techniques, scientifiques, et puis peut-être un peu stratégiques, et c'est un petit peu aussi les choses que j'aimerais aborder aujourd'hui, car la mise en place d'une infrastructure de production de vaccins, ce n'est pas un projet mince. Finalement, on peut la considérer comme un grand chantier qui demande beaucoup d'éléments, mais aussi qui demande de fixer certains paramètres et de se poser finalement les bonnes questions avant de s'engager dans une telle entreprise. Alors, je fais partie de la société Merck basée à Darmstadt en Allemagne, et qui a plusieurs divisions, une division plus santé, de production de produits pharmaceutiques, basée aussi en Tunisie, aussi de produits plus axés sur les hautes technologies, comme les cristaux liquides, et puis cette division de sciences de la vie, ou Merck Life Science, qui a vraiment l'objectif de fournir à la communauté scientifique et à l'industrie tous les éléments nécessaires, que ce soit des produits, des réactifs, mais aussi des infrastructures permettant de produire des molécules qui sont classiques ou bien biologiques. Donc c'est vraiment la science pour à la fin la santé. Et je fais partie de cette société depuis plus de 10 ans. Alors nous avons aussi certains groupes qui sont plus spécialisés qu'autre chose. Donc je fais partie d'un groupe qui se spécialise sur tout ce qui est molécules biologiques et en particulier les vaccins, mais aussi les produits anticorps monoclonaux ou les produits issus des plasmatiques. Et notre objectif est vraiment de contribuer à ce que cette production soit la plus sécurisée possible. C'est que respecter bien sûr on va dire les cadres réglementaires et aussi finalement, et je pense que les dernières questions qui étaient par rapport au coût, eh bien, c'est très important. C'est important pour nous de toujours s'assurer que le coût de la production peut être le plus bas possible. Après, fixer le coût final, est bien sûr, est en dehors de notre contrôle et on pourra en reparler aussi dans ma présentation un peu.
comment, comment nous contribuons à l'accès, à augmenter l'accès au vaccin et notamment à l'accélération aussi finalement de développement de vaccin qui est important pour nous. Alors, je le disais avant, quelles sont les technologies, mais il y a aussi beaucoup de collaborations qui sont importantes parce que finalement, tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Et ça, je pense qu'on l'a vu encore lors de cette pandémie, qu'on a vu la collaboration entre les différents scientifiques, etc. Alors, par exemple, nous avons des collaborations avec des instituts, des universités, car souvent, le vaccin va être développé dans ces différents des instituts. Si on regarde le pipeline de la plupart des grands industriels du vaccin, eh bien, souvent, entre 50 et 60% de leurs vaccins sont venus d'une petite entité, soit d'une université, soit une start-up qui souvent elle-même est peut-être partie d'une université. Et puis, il faut savoir qu'on est dans un monde aussi où il y a ce qu'on appelle un marketing, une sorte de dualité du marketing au niveau du vaccin. Et ou ce qu'on appelle aussi en anglais dual marketing. C'est-à-dire qu'il y a quand même deux mondes dans cette industrie où il va y avoir soit, bien sûr, les grands industriels qui vont principalement se concentrer sur des vaccins qu'on a des blockbusters qui et puis il y a bien sûr l'Organisation mondiale de la santé qui eux ont pour but d'avoir justement des prix les plus bas en particulier pour les pays qui sont éligibles. Donc on peut avoir un même vaccin qui va coûter par exemple $130 aux États-Unis, mais qui ne coûtera plus que $2 au Kenya ou en Afrique subsaharienne ou ailleurs. De par cela, nous travaillons aussi avec différents instituts qui sont considérés comme plutôt on va dire de traduction scientifique, mais c'est s'assurer qu'il y a un transfert des procédés vers un environnement qui va être plus dans des conditions GMP. Et puis après, il y a l'innovation. Alors, je suis très heureuse de voir aussi aujourd'hui, puisque nous avons aussi travaillé avec Batavia Universals pour apporter une innovation au niveau de technologie de purification, la chromatographie. Nous sommes aussi en train de travailler sur les chromatographies d'affinité dans le cadre de projets européens, etc. Et enfin, nous participons à la réalisation et l'exécution de différentes formations pour justement former ces ingénieurs qui plus tard fabriqueront les vaccins, entre autres, bien sûr. Et nous faisons partie des cursus comme de Transvac en Europe et aussi différents workshops dans l'association Developing Countries Vaccine Manufacturing Network. Voilà, ça c'est un petit peu juste une introduction. Qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous faisons et d'où je viens. Maintenant, je vais rapidement passer l'introduction puisque nous avons déjà eu une très belle introduction du professeur Hamadi Ayadi et aussi ma chère amie Hamidi. Et qu'est-ce qui fait que ce marché du vaccin est finalement on continue est en croissance. On estime que la croissance elle est de 10% et encore on n'a pas encore inclus l'impact du vaccin contre SARS-CoV-2. Tout d'abord, on a une population croissante. Il y a de toute façon, c'est inévitable, toujours des nouvelles maladies qui peuvent arriver, soit sous forme d'épidémie ou de forme de pandémie. Il y a aussi la nécessité finalement d'avoir plus de production et il y a notamment des expansions. On parle de décentralisation de la fabrication de vaccins qui est de plus en plus importante à considérer. Il y a eu récemment plusieurs innovations qui ont permis finalement qui ont clairement impacté ce marché avec l'avènement de technologies qui ont été citées auparavant. Et enfin, d'un point de vue production aussi, nous essayons, toute l'industrie, de venir avec des solutions qui permettent de fabriquer plus rapidement, plus efficacement, mais aussi de décomplexifier un peu le procédé. Même si finalement, dans ma prochaine slide, je parle un petit peu des challenges, quels sont les difficultés finalement que nous rencontrons dans cette industrie. Alors tout d'abord, aujourd'hui, nous avons plusieurs types de vaccins. Il n'y a pas une plateforme universelle telle que c'est le cas pour la production d'anticorps monoclonaux ou certaines protéines recombinantes. Il faut à la fois on a des procédés qui datent peut-être des années 40 où on utilise encore
les œufs, et en même temps, aujourd'hui, nous parlons d'ARN messager. Donc, il y a des grands gaps par rapport aux différents procédés. Ensuite, il y a l'aspect, l'économie d'échelle. Et c'est là la grande difficulté, c'est simple, c'est que plus on souhaite être profitable dans cette industrie, plus il faut produire souvent. Alors, notamment si on s'oriente vers un marché où le vaccin doit être à des prix qui sont autour de 1 à 5 dollars la dose. C'est la stratégie de certaines industries. Mais c'est souvent aussi la difficulté qui se trouve en face de nous si on souhaite rentrer dans ce marché. Alors, si notamment par rapport à la compétition qui peut venir de l'extérieur. Ensuite, l'autre problématique, c'est les financements. Alors c'est simple, plus le vaccin a la chance d'être utilisé de manière globale, hein, en particulier dans des marchés où on sait qu'il y a un prix qui n'est pas sensible au prix, eh bien plus ça en général intéresse les investisseurs. Par contre, pour tout le reste, hein, et c'est là la grosse problématique pour les pandémies, parce que souvent ce sont à la base des maladies qui sont considérées comme étant émergentes ou justement dans des parties du globe où il y a plus de sensibilité au prix. La capacité globale aujourd'hui est limitée. Peu d'industriels ont une capacité importante pour fabriquer à l'échelle du milliard de doses. Et ça, on se rend compte cette année en particulier que ça pose un problème pour que l'on puisse accéder tous à un vaccin. Et enfin, nous devrons tous faire face à ce qu'il y ait des pandémies plus fréquemment, comme l'a présenté Ahd auparavant. Alors, quelle est la difficulté avec un vaccin comme Covid-19, ou comme tout vaccin finalement, Covid contre la Covid-19, ou comme tout vaccin qui cible une maladie émergente qui n'était pas connue ou qui était connue mais qui finalement ne représentait pas un marché à la base? Alors tout d'abord, il n'y a pas le temps. Alors c'est pas un vaccin qui peut avoir la chance d'être développé entre 7 et 10 ans, donc ça c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Ensuite, le coût reste un problème parce que c'est les mêmes coûts finalement qui sont attendus, mais dans un temps beaucoup plus restreint, et que finalement ça représente une entreprise plus ou moins risquée, puisque pour une entreprise, une industrielle, est-ce que ce vaccin va être utilisé à long terme? Est-ce que ce vaccin va être accepté? Ce sont tous des problématiques qui se posent lors d'une pandémie. Et enfin, la mise à l'échelle, parce que il faut produire rapidement. Avant même de savoir si les essais cliniques sont réussis, il faut prévoir déjà ce qu'on appelle la montée en échelle. Et puis, on sait que potentiellement, la demande peut être beaucoup plus forte que la capacité. Alors, ce genre de situation, finalement, nous rappelle un peu qu'il y a peut-être besoin de changer la façon dont nous fabriquons, la façon dont nous opérons dans cette industrie. Alors, tout d'abord, accélérer le développement. C'est encore plus important. On sait que les maladies existent. Il y a encore certaines maladies qui ne sont pas, pour lesquelles il n'y a pas encore de vaccin. Et là, on se rend compte qu'il y a un besoin que l'industrie d'être encore plus rapide, notamment dans le développement et notamment quand il s'agit de maladies que l'on considère comme étant émergentes. Ensuite, là, je vais faire un mot qui n'existe pas en français, mais la plateformisation finalement des vaccins devient de plus en plus importante. Il est beaucoup plus facile de prendre, par exemple, une plateforme basée sur un adénovirus ou sur un VLP et de modifier génétiquement de manière à ce que toute la connaissance initiale, surtout au niveau de la fabrication de ce vaccin, peut être vraiment largement réutilisée. Alors que le modèle, ce qu'on dit en anglais, one drug, one bug, one drug, c'est-à-dire un virus, un process, cela ralentit forcément le développement. Enfin, la préparation. Je pense qu'on dit chaque fois, on se préparera mieux à la prochaine vague. Lorsqu'il y a eu à H1N1, c'était le cas. Eh bien, préparer plus au niveau de la capacité, avoir des plans qui permettent rapidement de déployer de la capacité, être plus flexible. Ce sont des éléments qui sont finalement très importants et que nous nous en rendons beaucoup, encore plus compte lors de cette pandémie. Alors, parlons un petit peu de l'Afrique, parce qu'on a parlé jusqu'à présent de manière globale de l'Afrique. Eh bien, d'un point de vue mondial, c'est potentiellement la région qui a la moins de capacité de fabrication de vaccins et moins de recherche et développement pour le vaccin. Et ce qui est bien dommage, parce qu'en fait, l'Afrique aujourd'hui produit moins de 1%
des vaccins. La Tunisie a en effet une base, comme d'autres pays. Et puis peut-être que ce qu'on attend, c'est de voir un peu plus on va dire, de décisions et de stratégies. On commence à voir des choses venir de l'Union africaine. On voit aussi des structures se mettre en place pour échanger plus d'informations, pour aussi finalement accélérer l'acquisition de connaissances et la mise en place de collaborations. En Afrique du Sud, par exemple, il y a déjà du remplissage de vaccins avec des partenaires internationaux. Et il existe aussi des productions locales de A à Z, notamment au Sénégal, pour le vaccin contre la fièvre jaune, mais aussi en Égypte et en Tunisie, mais qui ciblent principalement des maladies bactériennes. Donc, ceci montre qu'il y a des mouvements et bien sûr un intérêt à augmenter cette capacité, mais ça va forcément demander beaucoup de travail et vraiment un plan stratégique à long terme et qui devra être solide. Alors, si l'on veut regarder un petit peu ce qui est nécessaire lorsque l'on veut déjà réfléchir à établir la fabrication de vaccins, c'est déjà de comprendre en quoi consiste la fabrication de vaccins. Alors, la fabrication de vaccins, comme toute molécule biologique, va commencer par ce qu'on appelle la production de la matière, on va dire drug substance, c'est-à-dire ou souvent ce qu'on appelle le bulk. Donc là, les termes qu'on va entendre, et ce qui a été décrit aussi par Anne avant, c'est upstream and downstream, et puis tout ce qui est production ancillaire, hein, toutes les matières premières et les différentes solutions qui sont nécessaires à produire pour justement faire cette fabrication. Et on a bien vu auparavant qu'il y a différents types de fabrication. Après, il y a l'étape de remplissage, c'est-à-dire que là, une fois que le bulk va être produit, il va falloir donc du coup le remplir dans les flacons nécessaires avec des remplisseuses. Puis après, il y a le packaging. C'est-à-dire vraiment la dernière étape de packaging. Et enfin, ce qu'on appelle tout ce qui est lié au contrôle qualité et la libération de l'eau. Alors, le contrôle qualité commence dès le départ de la production et jusqu'à la fin. Là, on peut voir en réalité que la complexité, elle diminue à mesure où ce que l'on avance dans ce procédé. Alors après, bien sûr, certains choix de certaines entreprises peut être de commencer par le packaging, ce qui est le cas de certaines entreprises qui vont peut-être recevoir des flacons et vont avoir un partenariat pour de distribution. Certaines entreprises vont commencer par le filling, et c'est souvent ce qu'on appelle en anglais backward integration, où là, le bulk va être produit à un autre endroit. Et donc, dans ce cas-là, l'opération va vraiment se limiter, alors soit au remplissage ou aussi à ce qu'on appelle la formulation, c'est-à-dire qu'on va recevoir l'antigène, et il faudra rajouter certains éléments, des stabilisants ou alors l'adjuvant si nécessaire. Et là, à ce moment-là, le remplissage pourra se faire. Donc, deux façons de faire. Et là, on peut aussi décider de fabriquer tout de A à Z. Alors là, bien sûr, ça demande un savoir-faire différent qui va aussi varier selon le type de vaccin nécessaire. Ça, c'est un petit peu juste pour présenter en gros, à quoi consiste la fabrication d'un vaccin, vraiment dans les grandes lignes. Ce que je voulais aussi vous aborder aujourd'hui, c'est que cette production de vaccins elle a évolué à travers le temps, et notamment en raison de maladies émergentes ou de pandémies ou épidémies qui finalement ont beaucoup influencé la façon dont on fabrique le vaccin. En l'occurrence, par exemple, en 2009, lors de la pandémie de la grippe, eh bien, ça a été finalement on va dire la période qui a déterminé un changement d'intégration de technologies qu'on appelle à usage unique, parce que traditionnellement, cette industrie était vraiment basée sur les systèmes à base d'inox. Donc, bien, parce qu'on produisait aussi à gros volume. Mais quand on veut aller plus vite et quand parfois on a besoin de disperser différents lots un peu à travers le monde, eh bien ça commence à avoir du sens de réfléchir à des systèmes à usage unique. Et à l'époque, c'était principalement les dernières étapes du procédé, c'est-à-dire le remplissage. Et il y a des cas d'études qui existent, comme celui de GSK, qui montraient qu'ils avaient réussi à gagner énormément de temps en passant sur le système. Et aussi, ils sont venus avec un nouvel adjuvant qui leur a permis aussi de finalement
produire plus et d'augmenter leur capacité, notamment par 10. Et il a fallu s'adapter à tout ça, c'est-à-dire venir avec des nouvelles solutions pour que ces adjuvants soient filtrables et qu'ils suivent les réglementations. Ensuite, les changements que l'on a pu voir, c'est entre 2012 et 2015, entre MERS-CoV, qui était déjà un SARS, enfin déjà un coronavirus, Ebola et Zika, où l'on s'en est rendu compte il est nécessaire de produire plus rapidement. À l'époque, c'était des vaccins qui étaient soit dans des congélateurs ou qui n'étaient même pas encore développés. Et là, beaucoup d'entreprises ont choisi de faire des productions rapides en utilisant des systèmes à usage unique, puisque ce sont principalement des lots cliniques, et aussi de commencer à vraiment réfléchir à l'utilisation de plateformes, en l'occurrence les vecteurs viraux à l'époque, les VLP, mais aussi de l'ADN plasmidique en l'occurrence, mais pas encore l'ARN messager. C'est vrai que l'ARN messager était principalement dédié à l'oncologie, comme Arat le présentait. Et puis aujourd'hui, avec Covid-19, qu'est-ce qu'on se rend compte? Eh bien, on se rend compte que les plateformes, c'est vraiment nécessaire. Il y a beaucoup de sociétés qui ont réutilisé leurs plateformes qu'ils avaient déjà développées pour des vaccins comme MERS-CoV ou Ebola. Et puis, le plus gros challenge, on va dire, pour cette pandémie, c'est vraiment la production, l'ampleur et la magnitude qui montrent les failles, finalement, de cette industrie où il est très difficile de rapidement produire des grandes quantités. Et là, ce qu'on voit, c'est des partenariats, c'est de la mise en place de réseaux, de sociétés de type contract manufacturing, c'est-à-dire c'est là où on se rend compte que la sous-traitance devient aussi importante, notamment dans l'industrie du vaccin. Parlons donc justement de cette capacité. C'est la réalité. Alors, il semblerait que les choses ont beaucoup évolué depuis que j'ai écrit cette slide, mais c'est vrai qu'au départ, quand on commençait à regarder, la capacité, elle était très limitée à quelques industriels. Et puis, le challenge aussi, c'est que certains bâtiments qui sont dans des industries ont vraiment été designés pour répondre à un vaccin en particulier. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas forcément utiliser une suite qui produit des vaccins à base d'œufs pour de l'ARN messager ou pour même un vecteur viral. C'est très difficile de rétrofiter des usines existantes. Alors, construire une nouvelle usine aussi, ça prend du temps, ce n'est pas évident de le faire au moment d'une pandémie. Tout ceci aurait dû être fait avant. Et puis on ne sait pas encore les échelles. Vous voyez, chaque jour on voit, alors cette société, elle a réussi à avoir un contrat de 100 millions de doses, 200 millions de doses. Donc il y a aussi finalement, c'est très dynamique. On ne sait pas encore quelle quantité totale vont pouvoir être produites, même si au final on aimerait bien qu'il y ait 7 milliards de doses ou 8 milliards de doses pour pouvoir être disponible pour tout le monde. Et puis il y a certaines molécules, notamment certaines modalités comme l'ARN messager, où jusqu'à présent n'avait jamais été produit à grande échelle. C'était vraiment encore à petite échelle. Et on se rend compte, même si l'on regarde un petit peu le cœur du procédé, qu'il y a des choses à améliorer sur ce procédé. Et peut-être que nous n'aurons pas le temps pour 2021, mais pour le futur, ça devient important de se rendre compte de ces limitations. Et puis aussi, le remplissage, finalement, on s'est rendu compte que c'est bien d'avoir de la capacité, mais il y a aussi un problème au niveau du remplissage, d'où l'intérêt de collaborer avec beaucoup de sociétés qui sont spécialisées dans le remplissage. Alors, la décentralisation de la fabrication de vaccins devient de plus en plus clé et on voit qu'avec Covid-19, c'est ce qui se passe. Il y a des sociétés qui vont produire ou qui vont faire le remplissage du vaccin Covid-19 qui n'avaient jamais fait ça avant. Et notamment parce que ce sont des plateformes peut-être qui sont beaucoup plus faciles à aborder et voilà. Donc cette pandémie finalement peut être aussi une sorte de signal d'alarme pour beaucoup de pays et notamment pour les pays en Afrique et ailleurs qui n'ont pas de capacité, qui n'ont pas suffisamment de capacité pour se rendre compte qu'il y a peut-être besoin de mettre en place des plans qui permettent d'accéder à des vaccins et de ne pas être dans les derniers dans la chaîne. Et de réfléchir à des modèles qui sont notamment durables. Car
cette sorte d'entreprise est quelque chose qui, alors, parfois, il faut se rendre compte que selon les volumes et selon le temps que l'on regarde, il est possible que la profitabilité ne soit pas là au début. Donc, il faut réfléchir à comment tout le système et tout l'écosystème autour peut permettre de réaliser ce genre d'entreprise tout en ayant une vision long terme et durable. Alors c'est un petit peu ça que je souhaite aborder, c'est que souvent autour de la fabrication, d'établir une infrastructure de vaccins, c'est-à-dire qu'il y a forcément besoin d'avoir un support, notamment lorsqu'il s'agit d'une pandémie, un support de préparation, c'est-à-dire que gouvernemental, parce que il est nécessaire d'avoir une sorte d'incentive, c'est-à-dire pourquoi une entreprise devrait-elle se lancer sur la préparation pour des vaccins contre des pandémies, quand on ne sait pas exactement ce qui va arriver, quand on ne sait pas quelle est la profitabilité, quand on ne sait pas quel sera le retour sur investissement. Donc ce genre de projet nécessite vraiment un support gouvernemental clé. Et puis, il faut réfléchir à l'aspect réglementaire, parce que ça aussi, c'est important d'avoir l'infrastructure réglementaire qui va permettre de s'assurer qu'on fait les choses correctement et aussi que ça ne représente pas des éléments qui vont ralentir lorsqu'il faudra répondre rapidement. Le marché, l'opportunité de marché, il faut réfléchir. C'est toujours, même si c'est bien sûr lié à une sécurité nationale ou c'est lié aussi à la santé, eh bien, il faut qu'il y ait un marché qui soit attractif et intéressant pour les entreprises. Et, enfin, il faut réfléchir à quels sont des partenaires qui puissent faire des tech transferts. Il faut favoriser les transferts de technologie, les transferts de connaissances et finalement l'expertise. Donc, il faut regarder ça de manière très holistique et non pas juste technologique forcément. Donc, c'est vraiment des éléments, bien sûr, beaucoup d'éléments à prendre en compte. Alors, je vais assez rapidement car je vois que le temps défile, mais il y a différents documents qui sont disponibles, qui ont été publiés avec le support de l'OMS, des Nations Unies, aussi avec la African Vaccine Manufacturing Initiative, qui donnent un petit peu tous ces éléments, quels sont un petit peu l'arbre décisionnel, quels sont les différents éléments à prendre en compte, comment faire son calcul pour que ce soit rentable de mettre en place, et aussi les structures qui sont nécessaires de manière générale. Alors ce n'est pas un chemin sans encombre. Il y aura forcément plusieurs milestones et plusieurs étapes à mettre en place pour passer d'un modèle où on achète nos vaccins à l'extérieur et d'un modèle où on peut les produire, où on a une infrastructure qui est durable, qui peut permettre de produire en cas d'épidémie ou de pandémie. Et du coup, ces différentes étapes vont vraiment aussi, il va falloir décider. Hein. Déjà, forcément, il y a une faisabilité. Il va falloir réfléchir si on veut faire que le remplissage, commencer par un remplissage, quels sont forcément les partenaires disponibles, et puis réfléchir à si on veut fabriquer à long terme les différentes technologies, qu'est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'on part vers ça aussi, vers A ou B, jusqu'à ce qu'il y ait bien sûr l'étape finale de fabrication dans le pays. Et c'est un petit peu ces questions qu'il faut se poser. C'est est-ce que l'on veut produire un vaccin à ARN messager ou on veut produire un vaccin basé sur un vecteur viral ou sur une protéine recombinante? Parce qu'on va voir que il y a forcément des choses communes, mais il y a aussi beaucoup de différences. Le coût, quel est le coût que l'on veut accepter? Et puis enfin, d'où va venir le process, etc., etc. Est-ce qu'il peut être mis à échelle ou plus grande échelle ou plus petite échelle? Du coup, je viens vers les dernières éléments de les considérations justement un peu plus techniques. Alors, tout d'abord, comme l'a été présenté auparavant, si l'on regarde Covid-19 ou si l'on regarde n'importe quel vaccin aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que, notamment dans le domaine d'un vaccin viral, qu'il y a plusieurs plateformes. Alors peut-être que dans le futur, il n'y en aura plus qu'une ou deux, mais aujourd'hui, nous avons plusieurs plateformes à notre disposition. Et ce qui est intéressant de regarder aussi, aujourd'hui, il y a à peu près 214 vaccins Covid dans le pipeline, ce qui est énorme. On se rend compte que finalement, les plateformes dominantes, c'est les protéines recombinantes, les vecteurs viraux et l'ARN messager. Donc là, on parle déjà finalement de trois modalités dominantes et c'est sûrement peut-être, si on fait une analyse un peu poussée, les trois finalement
modalités les plus dominantes de manière générale dans cette industrie et c'est quelque chose qu'on pense qui va continuer à évoluer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde ces différentes modalités, comme l'ont bien expliqué les collègues auparavant, mais il va falloir quand même regarder un petit peu les différents détails des procédés. Alors, un point, par exemple, c'est l'aspect sécurité. Alors, selon le type de pathogène, on est obligé de mettre en place une structure qui va permettre ce qu'on appelle le containment, je ne retrouve plus le containment en anglais. Alors, notamment, par exemple, Covid-19, enfin SARS-CoV-2 est considéré comme il faut qu'il soit en BSL3. Biosafety level. Donc, selon la type de modalité, eh bien l'infrastructure autour, la façon dont la suite va être designée va être différente. Il y aura des airlocks, il y a beaucoup d'aspects qui vont devoir être pris en compte. Et puis après, il y a l'aspect vraiment savoir-faire et culture. Ce ne sont pas forcément les mêmes systèmes qui peuvent être utilisés. Un virus a besoin d'être dans un bioréacteur, les protéines recombinantes peuvent être produites dans un bioréacteur ou dans un fermenteur à partir de bactéries ou de levures, ce qui est vraiment des savoir-faire différents. Alors que l'ARN messager, lui, il est synthétisé in vitro avec les différents composants des nucléotides, les polymérases. Ils vont être mis dans un mix, dans un mélangeur à une certaine température. C'est vraiment encore, on voit bien, l'ADN plasmidique, lui, est produit en fermentation bactérienne. Donc des savoir-faire différents, des systèmes différents et parfois des volumes différents. Puisque les concentrations qui sont nécessaires ne sont pas les mêmes. Ici, par exemple, avec les virus ou même l'ARN, les protéines, on va être peut-être à l'échelle du microgramme, mais lorsqu'il s'agit d'ADN d'ADN et de protéines, là, on va être à l'échelle du milligramme. Ce qui sont des concentrations vraiment très différentes. Et tout ça parce que c'est lié à l'aspect immunologique. On sait qu'on a besoin de concentrations beaucoup plus élevées pour un ADN plasmidique et des protéines recombinantes pour avoir la réponse immunitaire nécessaire. Ensuite, le downstream, c'est-à-dire tout ce qui va nous permettre de purifier ces vaccins, peut être différent d'une modalité et d'une autre. Ce qu'il faudra prendre en compte, c'est la nature du produit, mais aussi la taille qui va faire que la technologie qui va être utilisée va être différente. Il y a aussi finalement à la fin, est-ce qu'il y a besoin d'un adjuvant ou non? Il y a aussi, on sait que certains vecteurs viraux se positionnent comme étant ne pas avoir besoin d'adjuvant, mais pour l'ADN plasmidique ou les protéines, il faut un adjuvant pour monter son père. Et là, il s'agit d'être liposome, dans une capsule lipidique, ce qui rajoute encore un nouvel élément dans le process. Et souvent, ça, c'est fabriqué en dehors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être 3 sociétés dans le monde qui font les capsules lipidiques et qui vont ensuite être envoyées au fabricant d'ARN messager qui va faire une sorte d'encapsulation. Donc, ce sont aussi des nouveaux éléments qu'il faut réfléchir lorsqu'on veut choisir un type de modalité. Ensuite, c'est un peu plus une représentation détaillée. Si on regarde on va dire là, j'ai choisi des principaux modalités. Et là, si on regarde toutes les étapes du procédé comme avait été présenté par Ard avant, on voit qu'il y a des similitudes comme des concentrations ou des chromatographies, mais on voit aussi qu'il y a certaines étapes inexistantes dans certaines modalités. Et puis même si l'on regarde aussi une étape, par exemple la concentration, et bien selon le type de modalité, il n'y aura pas la même technologie. Il faudra aussi réfléchir à adapter et changer selon la taille, selon la nature de la modalité ou du vaccin. Je souhaitais encore renforcer l'importance des plateformes parce que c'est ce qui permet d'accélérer la réponse quand on en a besoin. Ici, c'était le cas pour un adénovirus qui, à la base, nous avions travaillé sur le vaccin contre la rage, mais ça avait été préparé auparavant. Et grâce à on va dire, ce travail de fond, lorsque le SARS-CoV-2 a commencé à être identifié, eh bien, l'Institut Jenner a décidé de réutiliser cette plateforme pour faire ce vaccin contre SARS-CoV-2, qui ensuite a été transféré à AstraZeneca
qui aujourd'hui est utilisé et transféré à travers différentes sociétés dans le monde qui contribuent à la production à large échelle de ce vaccin. Alors, il y en a d'autres. Hein. Johnson Johnson aussi, c'est basé sur l'adénovirus. Finalement, Moderna ou BioNTech, Pfizer et CureVac utilisent une plateforme qu'ils avaient déjà auparavant, même si c'était pour cibler l'oncologie. Donc, c'est ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. Ça permet de simplifier aussi finalement un peu la mise en place du process. Alors bien sûr, à chaque fois que l'on change le virus ou la protéine, il y a forcément des impacts. Il faudra remontrer la robustesse et la mise en échelle. À quoi peut ressembler à un procédé? Alors ça, c'est un exemple parce que voilà, si l'on parle d'un vecteur viral, il faudra réfléchir à mettre en place des bioréacteurs, hein, que ce soit des bioréacteurs à usage unique ou à multi-usage, des différents systèmes de filtration qui vont pouvoir, des filtrations en profondeur, des filtrations tangentielles, c'est tout ce sont des moyens de purifier le vecteur qui contient l'antigène. Il faudra aussi réfléchir à la réduction d'acide nucléique, parce que c'est un aspect réglementaire, mais aussi donc tout l'aspect chromatographie, etc., jusqu'à ce que l'on ait la bonne concentration. Ensuite, il va y avoir une formulation et un remplissage. Donc, ce sont des systèmes industriels qui vont varier, leur taille va varier selon le volume requis. Alors, ça peut commencer à 2 litres pour peut-être 1000 doses jusqu'à 1000 litres pour peut-être ou 2000 litres pour 100 millions de doses par an. Donc, c'est un petit peu pour vous donner un ordre d'échelle. Et après, la décision qu'il faut faire, c'est est-ce que l'usage unique ou pas usage unique, hein. Et encore, le conseil que je donne toujours, c'est de réfléchir à qu'est-ce que l'on veut produire et quel volume on veut produire. Alors, dans certains cas, l'usage unique va devenir compétitif. Parce que souvent, la remarque que j'ai, c'est cher, parce qu'il faut acheter du consommable. On devient dépendant d'une société comme la nôtre ou comme nos concurrents. Eh bien, c'est un business case à faire, bien sûr. Alors, bien sûr, dans le cadre de volume, comme là, c'était vaccin contre la grippe en 2009, cela avait du sens de passer à l'usage unique parce que ça permettait finalement de réduire les coûts, notamment d'autres coûts cachés souvent qui sont liés à les coûts d'opérateurs ou le temps des campagnes, le temps d'utilisation, le temps de la maintenance, le coût associé à la maintenance. Même si l'on veut réfléchir par exemple beaucoup de sociétés maintenant mettent en place ce qu'on appelle des productions pilotes qui sont à la base d'usage unique parce que les volumes ne dépensera pas 500 litres au niveau du batch et là ça commence à devenir compétitif et rentable de partir sur d'usage unique. L'avantage d'une usine à usage unique, c'est qu'elle est plus rapide à mettre en place. Il y a aussi la capacité d'être un peu plus, on va dire, le coût est moins élevé pour mettre en place une usine à usage unique. Alors bien sûr, le consommable commence à être un facteur à prendre en compte. Et là, dans cet exemple que je montre ici, nous avons simulé la production de vaccins contre la poliomyélite, notamment pour des petites doses, parce que certaines sociétés, comme Serum Institute of India, vont faire peut-être des milliards de doses. Eux, ils ont forcément une infrastructure en inox qu'il faut rentabiliser, qui forcément sera rentabilisée parce que c'est des gros volumes. Mais lorsqu'on cherche à faire peut-être des choses beaucoup plus pilotes, eh bien, à ce moment-là, on se rend compte que l'usage unique peut permettre finalement, malgré le fait que vous voyez ici, le coût des consommables sera forcément important, mais à la fin, il y a une réduction au niveau du capital, on a la capacité de pouvoir augmenter le nombre de doses, etc. Donc, à ce genre d'échelle ici, si on est entre 40 millions, entre 10 millions et 100 millions de doses, l'usage unique a du sens. Maintenant, il faut réfléchir aussi, est-ce que l'on veut fixer le design de l'usine ou est-ce qu'on veut être flexible? Alors, si on a décidé de faire un choix par rapport à une modalité, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de mettre en place le design de l'usine. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs modalités qui arrivent et puis il faut réfléchir au futur.
Donc, comment on peut être flexible de manière à s'adapter selon le besoin? Alors, il faut réfléchir à soit des usines multi-suites ou alors des usines qui peut être des suites qui sont peut-être modulaires et qui vont prendre en compte la nature des différentes modalités et qui pourront du coup s'adapter selon le besoin, que ce soit en volume ou que ce soit en type de technologie. Et ça veut dire réduire aussi au plus ce qu'on appelle les zones classifiées, réfléchir à des systèmes qui peuvent être clos ou semi-clos, de manière à ce que l'on puisse se permettre de faire ce genre de choses. Donc, pour venir à la fin, je sais que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais les conclusions que je voudrais soulever, c'est que je pense qu'il est clair que les pandémies et les épidémies de manière générale sont inévitables. Et c'est très difficile de les simuler. On ne saura jamais vraiment quand et la nature, parce qu'il y a beaucoup de paramètres en jeu. Mais ce que cela nous porte à notre attention, c'est la nécessité de renforcer la capacité que l'on a à fabriquer des vaccins et ceci de manière mondiale. C'est-à-dire que la préparation à des pandémies veut dire qu'il faut renforcer une infrastructure de vaccins de manière générale, quel que ce soit pour des vaccins qu'on a besoin pour de la vaccination infantile ou d'adultes. Il est important de considérer les types de procédés et de réfléchir un petit peu plus tard qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui va venir, qu'est-ce qui est important, et de ce qu'est-ce qui est important, et de flexible. Donc ça peut être soit au niveau de production de A à Z. Et finalement, ceci ne peut pas se réaliser s'il n'y a pas une stratégie à long terme qui permet non seulement, c'est-à-dire il ne faut pas être short-termiste en disant on réfléchit qu'à Covid-19, mais aussi finalement à long terme, plus long terme. Qu'est-ce qu'il se passe si ce genre d'événement revient? Qu'en est-il de notre capacité finalement d'être résilient et de produire les vaccins de manière générale et de réfléchir à d'autres vaccins qui peuvent être produits aussi parce qu'il faut réfléchir à la durabilité de l'industrie. Voilà. Je sais la fin de ma présentation, mais j'espère qu'elle vous a été utile et je suis à vos dispositions pour des questions. Merci. Merci beaucoup Agnès, une excellente conférence aussi. On était gâtés aujourd'hui par trois conférences extrêmement intéressantes. Anissa, vous avez parlé de site de production, vous avez parlé de quelqu'un qui fabrique le bulk et un autre qui fait le remplissage, et un troisième qui a développé le vaccin. Et les responsabilités, comment sont partagées, parce qu'une fois le vaccin est distribué, même après une phase 3, il va y avoir une phase 4, une pharmacovigilance. On ne sait pas finalement, on n'est pas sûr à 100% que tout ira dans le mieux, j'espérons, mais il faut quand même se préparer. On parle beaucoup de contrats maintenant. Plusieurs pays ont signé des contrats avec des multinationales pour la livraison de millions de doses. Et on se pose cette question-là, comment vous la voyez? Du coup, professeur, si je comprends un peu votre question, vous vous dites comment on arrive à avoir le lien entre ces différents éléments versus le marché où on voit que les pays font des contrats, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Oui. Alors c'est sûr que là, on est dans une situation d'urgence et la plupart des pays qui n'ont pas la capacité de produire des vaccins se disent je n'ai pas le temps de mettre en place mon infrastructure, donc du coup, aller chercher des contrats pour sécuriser accès à des vaccins, c'est finalement la réponse la plus, on va dire, naturelle, hein, puisqu'on parle surtout ça, l'objectif principal, c'est d'endiguer la pandémie. Maintenant, il y a certains pays qui se sont dit j'ai une infrastructure existante et donc je vais essayer de l'utiliser ou je vais bien sûr la renforcer. Alors, il y a plusieurs modèles. Hein, il y a le modèle où il y a une production nationale c'est-à-dire gouvernementale. Et dans ce cas-là, il y a un contrôle par la société gouvernementale on va dire, ainsi que tous les éléments qui sont autour, c'est-à-dire la pharmacovigilance, la réglementation locale, pour pouvoir s'assurer de l'accès à ce vaccin. Et puis après, il y a certains cas où finalement
Si l'on regarde le modèle indien, où Serum Institute of India n'avait pas le vaccin. Donc, eux, ce qu'ils ont décidé, c'est de mettre en place leur infrastructure. Ils l'avaient déjà, donc ils l'ont offert en échange. Eh bien, ils ont accès à certaines doses de ce vaccin et aussi à les droits de distribution dans certains pays. Il y a différents modèles. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas au moment de la pandémie que l'on peut mettre en place toute cette chaîne de valeur qui permet finalement de produire le vaccin, de le remplir ou de le distribuer. Ce sont des choses qui doivent être préparées bien en amont. Je veux dire, c'est important finalement. Ce que l'on voit, c'est que les sociétés ont traditionnellement fini par aller travailler avec celles avec lesquelles elles avaient l'habitude de faire. Donc, notamment les sociétés qui font le remplissage, même les collaborations entre sociétés. Ce sont des collaborations qui avaient déjà commencé auparavant. Alors, on a vu certaines qui étaient nouvelles, c'est sûr, mais aussi parce qu'il y a un élément stratégique derrière. Donc rien n'empêche un pays, bien sûr, de sécuriser l'accès aux doses parce que c'est important, mais finalement de se dire, ça c'est pour peut-être 2021, 2024, mais dans 5 ans, si ce virus continue d'être là ou si autre chose vient, eh bien qu'est-ce que je fais pour avoir quelque chose après qui soit finalement plus sous mon contrôle et plus durable que de toujours devoir aller négocier des contrats. J'ai vu par exemple sur l'une de vos diapos que pour le remplissage, c'est pareil pour tous les types de vaccins. Alors, disons que ça sera plus facile d'avoir une solution qui peut répondre à tous les types de vaccins. Alors, il va y avoir quand même des petites variations, notamment si c'est, par exemple, si c'est un virus, il y a certaines sociétés qui ont décidé de travailler sur des virus atténués. Alors, les virus atténués vont avoir besoin d'avoir un contrôle, une ségrégation. Selon la taille du virus, certains ont choisi certaines stratégies. Eh bien, par exemple, s'ils ont choisi le vecteur VSV, donc c'est le virus de la stomatite virale, ou measles, donc la rougeole, ce sont des virus qui sont très grands et qui ne pourront pas être filtrés de manière stérile, donc il faudra être en système clos. Donc c'est des petits éléments qui peuvent être mis en place, mais par contre le système de remplissage en lui-même, c'est le même. La remplisseuse devra forcément être le même. Il faudra juste réfléchir, est-ce que ça doit être rempli dans le froid ou est-ce que ça peut être rempli à température ambiante. Mais c'est plus facile en effet de mettre en place un système de remplissage pour différentes modalités. Alors que si on veut faire la fabrication, là on se rend compte qu'il y a des différences entre les procédés, différents procédés. Tout à l'heure, avec notre collègue aussi, Hamid, j'avais posé cette question-là, si la synthèse de l'ARN est par transcription in vitro ou par synthèse chimique. Et j'ai vu sur votre diapo transcription. Donc, moi, je pense que par synthèse chimique, oui. Par synthèse chimique, ça doit être plus rapide et plus facile, puisqu'il n'y aura pas l'étape de purification sera beaucoup moins studieuse, non? Alors aujourd'hui, Moderna, BioNTech, Pfizer utilisent la transcription in vitro. Donc c'est-à-dire qu'ils vont prendre les différents nucléotides et ils vont tout mettre ensemble avec le polymérase. Ils vont décider aussi s'ils veulent mettre en place des modifications post-transcription. Et tout ceci est mélangé, assemblé, en même temps incubé. Et à ce moment-là, on produit l'ARN messager. Et assemblé à un certain temps. Il y a encore des restes qui doit être purifié, tirer des ARN messagers qui finalement, c'est-à-dire que la transcription est faite de manière correcte, des petits éléments comme le reste d'acide nucléique et aussi des enzymes qui ont été utilisées. Aujourd'hui, d'un ARN messager ou même d'un ADN, ce n'est pas évident. Il n'y a pas, c'est encore, je pense, encore à vue de système, mais la méthode qui je pense, continue encore à être
la transcription in vitro, finalement, est considérée comme beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple que de fabriquer, de produire une molécule biologique à partir d'une système de culture cellulaire, de cellules de mammifères, ou même à partir de bactéries. D'accord. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on a dépassé le temps, donc on va s'arrêter là. J'aimerais sincèrement remercier les conférenciers, les équipes de Terpol et de Pharmaline. J'aimerais aussi remercier nommément M. Seyedi, secrétaire général de Pharmaline, et aussi la société Luminet qui a mis ses équipements à notre disposition. Mes deux jeunes collaboratrices, donc Asmatous et Mélède Schnesch, donc sont toutes les deux des assistantes R&D à Göteborg. Voilà, notre session est finie maintenant. Vous pouvez trouver l'ensemble des webinaires sur notre site Göteborg. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir à tous. Merci. Merci beaucoup. Voilà, au revoir et à bientôt. Au revoir, à bientôt.